20e édition, avec ce soir un sujet, le développeur full stack. Alors, est-ce que c'est un Graal à atteindre? Est-ce que c'est une casquette à obtenir absolument? On va en parler ce soir, on va parler des avantages, des inconvénients, comment ça se passe dans le monde de l'entreprise. On a la chance d'avoir des professionnels autour de la table, donc on va leur laisser la parole pour pouvoir décrypter tout ça. On va vous apporter un peu de définition aussi, parce que le développement, c'est quelque chose qui est très technique et qui nous concerne tous aujourd'hui. On utilise tous les jours des applications, on est tout le temps dans ce monde-là, donc on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. On va commencer par Emmanuel Pelletier. Je te laisse te présenter, Emmanuel. Bonsoir à tous, moi c'est Emmanuel Pelletier. Je suis développeur web depuis une dizaine d'années. Je suis passé dans cette incroyable carrière par diverses entreprises, plutôt des agences marketing ou des équipes techniques toutes petites, donc des très polyvalents, comme des agences prestataires de services ou responsables de leurs propres produits. D'accord. Là, peut-être on se spécialise un peu plus. Ouais. Et depuis 2 ans, là, je suis à mon compte et j'interviens en tant que développeur web. Voilà, je fais des prestations classiques de développement, que ce soit back-end, front-end, full stack, tout ce qu'on veut. Et je donne des formations à Mac Digital School, notamment en accessibilité numérique et en intégration web, donc plutôt le côté front-end. Ça marche. Alors là, tu nous parles de développement front. Justement, est-ce que tu peux nous définir en quelques mots qu'est-ce que c'est, où ça démarre, où ça s'arrête? Ouais, alors développement front-end, c'est plus facile à définir que full stack. Donc ça, je suis content. Non, développement front-end, ça va être vraiment tout ce qui est côté client, si on le traduit. Ouais. Donc tout ce qui va être côté navigateur. Donc concrètement, ça va se traduire par je vais m'occuper de tout ce qui est visuel sur le site, mais pas que visuel. C'est-à-dire, je vais m'occuper de tout ce que va consulter le navigateur. Je dis pas que visuel parce que quand on dit que visuel, on pense pas à l'accessibilité numérique où il y a aussi plein de gens qui ont des lecteurs d'écran pour consulter le web. Donc le développement front-end, c'est ça, c'est l'intégration web. Donc c'est faire en sorte que peut-être le designer dans l'équipe qui me donne une maquette Photoshop ou autre truc qui est plus de l'ordre de l'image. Et moi, mon taf, ça va être de faire en sorte de le transformer en code. Très bien. Et voilà, donc, concrètement, les langages que je vais utiliser, ça va être HTML, CSS et JavaScript. Donc aujourd'hui, on parle de développement front-end parce que on fait beaucoup de JavaScript relativement complexe. Ouais. Qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, on parlait d'intégrateur web parce qu'il n'y avait pas trop de JavaScript, il n'y avait pas trop toutes ces notions-là, vraiment de pur développement. C'était beaucoup de déclaratifs avec du HTML et du CSS. Et aujourd'hui, voilà, développement front-end, donc on a vraiment une partie logique, langage de programmation qui prend beaucoup de place. Donc on assimile souvent développement front-end avec développement JavaScript, mais c'est pas du tout que ça, c'est aussi beaucoup l'aspect intégration web qui est intégré. Donc on s'attend à un développeur front-end qui puisse vraiment gérer tout l'aspect visuel du site. Ça marche. Donc, si on résume, le développeur front, c'est celui qui va faire la partie accessible, en fait, à l'utilisateur. Ouais. Qui va travailler aussi bien, donc l'intégration, c'est le codage, en fait, d'une maquette, faire en sorte que ça ressemble à ce qu'on a dessiné. Et puis derrière, ce qui a pas mal évolué, donc, le côté JavaScript, et la complexité de l'algorithmie derrière pour automatiser les choses et faire en sorte de répondre le plus rapidement possible à l'utilisateur et pas devoir attendre d'aller chercher un serveur pour obtenir une réponse. Le rendre dynamique, effectivement. Il y a quelques années, on parlait de pages web dynamiques, etc., grâce au JavaScript. Là, on est complètement dans cette démarche-là. Par rapport à ça, Clément, ton parcours, est-ce que toi, justement, tu fais aussi cette partie front? Tu fais d'autres choses je me présente un petit peu. Moi, ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans le web. C'est un cours. C'est un concours, c'est vrai. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je travaille dans le web. Et effectivement, j'ai une plus forte expérience justement sur le back-end. On avait dans la précédente équipe, effectivement, on avait bien un front-end et un back-end. Et effectivement, moi, je m'occupais plutôt du back. Donc, le retour d'expérience que j'ai là-dessus, c'est qu'effectivement, on va y concentrer les informations métier, le savoir-faire métier, les règles métiers, etc. vont être concentrés sur le back, avec du coup aussi les données.
Donc on a derrière ça, on a une base de données, surtout métier. On avait aussi pour le front une base de données, on a du PHP et du MySQL. Mais c'était vraiment pour l'organisation, vraiment pour ce qu'on appelle un CMS, la gestion de contenu. Et effectivement, on n'avait pas un peu d'intelligence. L'intelligence était surtout portée par le bac et les données métiers fortes, ce qui permet justement derrière de pouvoir partager ces données avec un premier front, mais aussi éventuellement avec d'autres prestataires et vendre cette prestation, vendre cette information à d'autres. Donc c'est effectivement, on est entre le back-end et le front-end, on est vraiment sur ça. Et effectivement, on a vu depuis au moins 10 ans maintenant beaucoup de JavaScript venir enrichir la partie front et venir enrichir, mettre de l'intelligence, comme je dis, dans le côté client. Dans ce que tu dis là, j'ai noté, il y avait dans l'entreprise en fait une équipe front, une équipe back, c'est ça? Oui. Donc ça veut dire qu'on cloisonnait vraiment ces métiers-là. Alors on les cloisonne pour deux raisons. Il y a effectivement peut-être une approche métier, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaissait pas effectivement notre métier, alors on était dans l'événementiel, celui qui connaissait pas trop ça, à la rigueur, se dire c'est pas très grave, tu vas travailler sur le front, c'est-à-dire juste de la présentation, etc. Et effectivement, il fallait connaître un peu plus le métier pour organiser les choses et savoir que il n'était pas pertinent de retourner telle information plutôt que telle autre. Là où le front va simplement consommer l'information. Et aussi, on a une contrainte, et là on commence à rentrer dans le débat du full stack, puisqu'on a aussi des contraintes techniques, et nous on avait par exemple des langages de programmation différents. On avait pour la partie front du PHP, qui permettait d'orchestrer les pages, mais pour alimenter les données de ces pages, on faisait des requêtes à une API, et celle-ci était en C#, avec une base de données SQL Server. Donc on était sur deux technologies différentes, et qui ne permettaient pas, effectivement, de transférer des savoir-faire ou des équipes, des développeurs d'une équipe à l'autre, puisqu'il fallait maîtriser au moins ces deux langages, ce qui n'était pas forcément le cas des développeurs présents. Est-ce que ça pouvait apporter des inconvénients, des problèmes de communication entre les équipes pour vraiment se synchroniser, ou c'était assez fluide? Un petit peu, disons les échanges étaient. L'idée, c'est que le bac était souvent en fait exécuter un peu les ordres de ce qu'on attendait au front, parce que le front, c'est effectivement ce que va consommer le client, et on dit, là, le client, il a besoin de telle information. Si le bac, il dit oui, mais celle-ci, je la donne pas encore, elle n'est pas accessible, effectivement, on se devait après de la rendre accessible ou de l'organiser comme il fallait pour notre unique front, mais encore une fois, l'idée, c'est qu'on pouvait le proposer à d'autres clients. L'intérêt, c'est de passer par des technologies dites universelles, et on va parler des requêtes, d'une API qui va s'appuyer sur le protocole HTTP, c'est-à-dire les échanges qui peuvent aller sur Internet. Et donc ensuite, grâce à cette surcouche, et bien effectivement qu'on ait un bac en PHP, en C#, en Java, en JavaScript, quel que soit le langage, ça c'est gommé, puisque du coup on va passer par une couche HTTP neutre, on va dire. Surtout, on va échanger des données en format JSON, et donc du coup, le front, lui, va les consommer, quel que soit finalement le serveur, le langage de programmation de l'autre côté. Donc cette technologie nous permet effectivement de cacher le technique, mais après, concrètement, effectivement, si on n'a pas la connaissance, le savoir-faire pour les deux langages de programmation, on est éclosé. Ça marche. À t'écouter, en fait, j'ai l'impression qu'on a le développeur back, le gars qui va vraiment rentrer dans quelque chose de très pointu, très technique, et le front qui va plutôt faire que de la présentation. Ça, c'est attention, justement. Allez, on va s'en va. Non, mais effectivement, ça donne un peu cette impression. Alors moi, je suis Valentin Bonceau, donc je suis développeur depuis maintenant 13 ans. Donc voilà, je suis pas gagné, je suis entre deux. Donc voilà, ça fait quelques années que je suis développeur. On va dire que je me définis comme un développeur front. Mais ma carrière fait que finalement, je développe plus dans ce qu'on appelle maintenant du full stack. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans mes anciennes expériences où j'étais vraiment développeur front, j'étais vraiment dans l'organisation que tu décrivais, des gens intelligents qui faisaient la partie back-office, on va dire ça comme ça, et qui avaient une vision très négative de la partie client en disant, bon ça c'est les gens qui savent pas trop coder, on les met là, ils font ils jouent un peu avec leur HTML et leur CSS, et puis, quand ils ont besoin de données, ils vont voir un peu les équipes qui savent gérer. Sauf que petit à petit, moi, j'ai vécu la transition. C'est-à-dire que
les gens intelligents, finalement, l'HTML, CSS, JavaScript, ça prend de plus en plus de place, comme dit Emmanuel. On a de plus en plus de JavaScript, on est capable de faire de plus en plus de choses. Et les gens du front se sont mis, chez moi en tout cas, à faire de plus en plus de choses côté client. Ouais. Côté client au sens large, du PHP, du HTML, du CSS, du JavaScript, on englobe tout. Et j'ai vécu, moi, une transition où finalement, j'ai terminé des projets où j'avais plus de développeur back-office. C'est-à-dire que je faisais tout. Et je faisais même tellement tout que j'allais jusqu'à gérer un peu le serveur. Donc, on était vraiment sur une compétence, une casquette très, 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 très large. Et je pense que aujourd'hui, on est de plus en plus dans cette méthodologie-là, full stack. Alors, c'est un mot un peu fourre-tout dans lequel on met tout. Donne-nous ta définition. Mais pour moi, le développeur full stack, ça va être la personne qui va être capable de faire le site, d'intégrer la maquette qu'on lui a fournie, qui va être capable de faire la logique derrière le site, donc la partie manipulation des données, mais également qui va aller jusqu'à mettre en ligne le site, le maintenir, et en fonction de l'appétence des gens, être capable carrément de manager le serveur, être capable d'installer les services qui l'intéressent, alors avec des technologies comme on entend un peu partout, Docker, etc. L'intégration continue, tous ces gros mots qu'on entend en permanence. Pour moi, le développeur full stack, finalement, c'est quelqu'un qui a une compétence multi-casquette. On part du web jusqu'à la donnée, voire jusqu'au réseau. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui couvre tout. Et cette définition-là, en fait, c'est un peu un super-héros qui est capable de tout faire, dans ce que tu décris. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça qui se cache derrière full stack, c'est qu'on va imaginer que la personne, elle sait tout faire. Mais il faut voir qu'à mon avis, elle sait tout faire en partie. C'est-à-dire qu'elle va savoir faire un peu de web, ou beaucoup de web, parce que ça fait partie un peu du début. Mais par contre, tout ce qui est accessibilité, elle a entendu, mais elle ne maîtrise pas tellement. La partie données, elle va savoir requêter les données, mais structurer une base de données de manière pertinente, de manière très poussée pour voir la vie du projet. Elle aura du mal. Gérer un serveur, elle va savoir installer tous ces trucs. Mais si un jour il y a une faille de sécurité, est-ce qu'elle est vraiment là pour répondre? C'est ça la question. Et effectivement, c'est un super-héros à moitié habillé pour moi. Donc, C'est ça. Il marche, mais il va fonctionner, le super-héros, jusqu'à temps qu'il y a un problème. Moi, là où je le mets un peu en position, on connaît le poste de développeur. Là, par contre, on est tous d'accord sur la définition. C'est quelqu'un qui connaît 1, 2, 3 langages de programmation. Il arrive, il a des fonctions à coder, il code les fonctions, il compile, il regarde si ça marche, tout ça. Et son travail s'arrête là. Et effectivement, ce qui émerge beaucoup, c'est un besoin d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'effectivement, sur notre ordinateur de développement, on a quelque chose qui fonctionne, qui plaît aux clients. Très bien. Mais maintenant, entre ça et puis des milliers de personnes, des milliers de requêtes par minute, par seconde même, sur cette application, il y a un pas de géant. Et de plus en plus, parce que à une époque, on avait des technologies simples, et puis des serveurs, bon, c'est pas très compliqué, on met le truc et puis ça passe. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, tu parlais d'accessibilité, il y a beaucoup de réactions aussi. C'est ça, il y a beaucoup de problématiques. Il y a le cloud qui se cache tout à fait, sur la version. C'est que les outils modernes nous permettent maintenant de tout gérer facilement. Mais il faut quand même avoir la maîtrise de tous ces outils. C'est toujours pareil. Ouais. Alors, ça amène une question qui nous a été posée par Lucas Bonnemort, qui nous dit, en fait, comment on fait pour être compétent sur tout ça, en fait, et de se mettre à jour? Comment on fait? Pour moi, ma vision, c'est qu'il faut avoir une veille importante. Et plus, en fait, on est full stack, plus la veille, elle doit être large, parce que finalement, on doit faire de la veille sur de la modélisation de données, sur de l'accessibilité, sur du front office, sur du JavaScript qui bouge à une vitesse dingue, sur de l'hébergement, sur des problématiques de sécurité au sens large, la sécurité informatique, tout ce qui est intrusion, etc. On peut en parler beaucoup en ce moment, parce que malheureusement, tout le monde a un peu d'exemples ces derniers temps. Après, alors je disais juste avant qu'on commence qu'il ne fallait pas trop s'attarder sur la définition, mais je ne peux pas m'empêcher. Non, mais c'est pour pas faire peur trop aux étudiants, ils s'intéressent un peu à ça, parce que Valentin, il dit, alors, c'est ça. Une grosse taille. Le fait, il dit, non, en fait, jamais je ferai ça. En fait, tout dépend du contexte, en fait, la définition. C'est que, moi, je sais que dans certaines boîtes où j'étais, full stack, ça voulait juste dire, tu sais faire du code PHP, parce que nous, on utilise PHP côté serveur dans la boîte, et tu sais faire de l'intégration web et du JavaScript. Voilà, c'est bon, t'es full stack.
Et tu peux tout à fait être full stack junior. Et quand on dit t'es développeur full stack, ça ne veut pas dire faut que tu sois le boss, Tu sais tout faire. tu sais faire les trucs. C'est un curseur. Et il n'y a pas 25 cases à cocher. C'est juste, voilà, il y a différents contextes, quoi. Tu peux très bien être un développeur full stack JavaScript, et tu sais rien faire d'autre, mais en fait, tu sais coder côté serveur et client en JavaScript, parce que dans ta boîte, bah, t'es full stack parce que dans ta boîte, on n'utilise que du JavaScript, donc ça passe. Et donc, c'est vraiment une question de curseur, quoi. Ouais, c'est vraiment, la définition, elle est complexe parce que finalement, elle varie vraiment de l'environnement de travail. Et toi, quand tu vois des annonces de job qui disent full stack, souvent c'est que parfois les gens qui rédigent les annonces, ils savent pas forcément trop. En fait, tu veux les gens autonomes. C'est ça. C'est quelqu'un autonome qui est capable de lire un peu tout. C'est ça. Qui est curieux finalement. C'est quelqu'un de curieux qui regarde un peu l'ensemble du métier. Mais moi, je retiens aussi cette définition d'avoir quelqu'un d'autonome, comme tu dis, et capable de porter le projet, pas simplement porter le code, mais vraiment porter le projet. Et effectivement, il y a toute une marge de progression, on est d'accord, hein, sur l'intégration, l'hébergement, il y a plein de choses. Mais effectivement, ça y va progressivement. Mais j'entends justement qu'on va au-delà de simplement la programmation au niveau des attentes. Et ce qui est assez génial, c'est que c'est sans fin, finalement, pour un développeur. Avant, il y a quelques années, on était développeur front et ça s'arrêtait là. Oui. On nous demandait de presque pas regarder les données, c'est pas ton boulot. Là, maintenant, cette notion de full stack, c'est quelqu'un qui est un peu curieux, il se dit, je commence sur du développement, au bout de 10 ans, finalement, ça me plaît pas trop, je vois que c'est pas la finalité, avec le full stack, on peut partir sur quelque chose d'un peu plus réseau, un peu plus donné, et on choisit un peu ce qu'on va travailler plus. Les barrières sont plus fines, voire même disparaissent, et effectivement, c'est ce qui fait que la définition reste floue, mais c'est ce qui permet de faire ce que moi j'aime beaucoup dans ce métier, c'est se remettre continuellement en question et ne pas faire la même chose. Ce qu'on fait actuellement, je pense que dans 10 ans, on pourra refaire un tour de table, reparler de ce qu'on a parlé aujourd'hui en disant c'était loin tout ça. Et surtout dans le temps. Donc, par rapport à ça, on est assez d'accord de dire qu'on a de la polyvalence, on a de l'autonomie sur un projet ou sur une entreprise, être capable de toucher à peu près à tout. Par contre, est-ce que c'est pas un problème? On a la question du coup de pas être spécialiste de rien et finalement de pas avoir de compétences très poussées en PHP, d'être capable de connaître les dernières nouveautés, etc. et d'être devenir un expert. Est-ce que c'est pas une lacune finalement d'être full stack parce qu'on ne va pas pouvoir répondre précisément au problème? Moi, je trouve que c'est très bien d'être formé en mode full stack, c'est-à-dire de ne pas se mettre dans le développement juste en disant je vais apprendre le JavaScript ou je vais apprendre le back-end, parce que juste avoir une notion de tout le contexte, c'est un peu du même ordre de quand je fais du web design, de ton information, je vais avoir aussi du HTML, même si je ne veux pas forcément produire au quotidien, je vais beaucoup mieux savoir comment travailler avec mes collègues. Après, il y a un peu ça en fait. Au final, on développe sa spécialité en fait en faisant et on devient expert entre guillemets parce qu'on est dans le contexte et on creuse au fur et à mesure en fonction du besoin de l'entreprise. Si je résume un peu tes propos, c'est ça. Voilà, vraiment, pour moi, tout est une question de contexte en fait. Et c'est aussi, pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation du full stack. Mais bon développeur et mauvais développeur. Voilà. C'est vraiment une question de contexte par rapport au job qui t'intéresse. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'effectivement le marché change et que là où avant on avait des grosses sociétés qui avaient besoin de gros projets et puis c'est tout. Aujourd'hui, maintenant, on peut avoir des petites entreprises qui ont, là où avant développer une application et puis vendre des produits en ligne, etc. N'était pas accessible pour elles. Il fallait forcément passer par des grosses plateformes, des choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce genre de besoin émerge et c'est pour ça qu'on va avoir des développeurs full stack, mais surtout autonomes et qui doivent répondre. Tu parles de contexte et effectivement, on va être dans un contexte d'une petite structure donc qui a besoin d'un peu de tout. Et là, effectivement, on va pas engager un petit développeur pour PHP, un petit développeur pour ça, un petit gars pour l'infrastructure, un petit gars. On va attendre de la polyvalence parce qu'il y a un marché ici à Angers, il y a un marché à 20 km dans une petite ville de 5000 habitants. Il y a aussi un marché ici. Et là, on va attendre quelqu'un full stack, c'est-à-dire en tout cas autonome. Et on va aussi avoir toujours ces grosses sociétés, ces gros projets, où là, on va effectivement attendre quelqu'un aussi d'autonome, mais peut-être plus spécialisé sur certaines compétences et pas
sur l'intégralité. Et moi, je pense aussi qu'il y a un point qui évolue et qui change un peu la donne, c'est qu'avant, on pouvait se permettre d'être expert Java pendant 10 ans, 15 ans. Maintenant, les technologies, elles évoluent vite. Et c'est difficile, je pense, en 2021, d'être expert d'un langage. Le monde, il varie vite, mais il évolue assez rapidement. Par exemple, c'est difficile de se qualifier expert JavaScript. On peut difficilement dire je connais tout JavaScript, parce qu'en fait, tous les 6 mois, on a des nouvelles choses qui sortent, des nouveautés, et on peut se dire expert, mais au sens très large. Et justement, ça retrouve un peu ça, c'est que finalement, en 2021, je trouve que qu'on fasse du JavaScript, que l'on fasse du Kotlin, par exemple, si on fait un autre langage complètement différent, bah, finalement, quand on sait en écrire un, on sait écrire l'autre. Et les langages ont tendance à se ressembler, à converger, et ça permet le full stack, en fait, parce que finalement, quand on sait lire un langage, sauf un langage très spécifique, finalement, on sait tous les lire. Et ça pousse un peu vers cette voie-là. Et c'est devient difficile de se spécialiser dans un seul langage qui bouge très vite. Alors, par contre, je sais pas si ça, en fait, ça m'amène aussi une question qui nous a été posée par Kevin. C'est que là, on a effectivement cette difficulté à se spécialiser parce qu'il y a tellement de choses qui évoluent, etc. Par contre, il y a peut-être des sujets hyper importants comme la sécurité. Ou est-ce qu'un full stack est capable de gérer la sécurité par définition ou pas, en fait? Alors ça, c'est mon domaine. Oui, vas-y, Valentin. C'est mon domaine. C'est vrai que j'ai baigné dedans pendant très longtemps. Effectivement, c'est un domaine qui est pas si petit que ça. En fait, un peu comme le développement, la sécurité, ça couvre plein de domaines, en fait. La sécurité du code, mais aussi la sécurité d'accès à des bâtiments, la sécurité physique, la sécurité du personnel. Donc, à mon avis, c'est pas un si petit sujet que ça. Et finalement, un développeur full stack, il aura du mal à être spécialisé dans la sécurité. Il pourrait être ouvert à comprendre les problématiques, mais être expert, non, c'est compliqué parce que finalement, c'est un métier. Je pense que c'est ce qu'on va. Enfin, je me dis, si demain je suis dirigeant d'entreprise et qu'effectivement j'ai quelqu'un de qualifié qui justement présente cette casquette, je pense que je vais attendre de lui au moins. On parlait de veille technologique. Ça fait pas dire attention, ce qu'on est en train de faire, c'est risqué. Il doit peut-être porter avoir une vision sans effectivement même si par exemple il connaît le langage de PHP et qu'il voit qu'il y a un projet, une demande, il dit là, je sais que c'est pas le bon langage, même s'il n'est pas expert en JavaScript par exemple, il n'est pas expert JavaScript, mais il sait que c'est ça, la réponse à donner, elle est là. Oui, c'est ça. Et en fait, pour illustrer ça, nous, en fait, dans nos formations sur Digital School, dès la 3e année, on intègre ces notions, voilà, de comment on attaque en fait les requêtages SQL et compagnie. En 3e année, on va aussi, en 4e année, pardon, sur la partie sécurité du réseau, etc., pour comprendre les clés. On ne fait pas du tout des spécialistes, on n'est pas dans la cybersécurité. Mais effectivement, il y a ce côté un peu éveillé, à dire, oh là là, il y a un truc là, je sens un loup. De toute façon, la sécurité en 2021, c'est vraiment le métier de tout le monde, en fait. C'est-à-dire que de la secrétaire au développeur expérimenté, tout le monde doit être capable de se dire ce que je suis en train de faire, il n'est peut-être pas dans les clous de ce qu'on doit faire en entreprise. Brancher une clé USB qu'on a trouvée dans la rue, c'est pas bien. Mais copier-coller un bout de code qui semble un peu bizarre, c'est pas bien non plus. Cliquer sur un lien dans un email, c'est ça. Ça couvre tout le monde. De toute façon, à l'employé. Pour voilà, donner les choses de façon très claire, un développeur full stack n'est pas capable de gérer l'attaque qui a eu lieu sur la ville d'Angers. C'est pas son rôle. C'est pas son métier. Donc il est là pour avoir une vision vraiment globale, plus ou moins globale en fonction du projet en fait, et il est là pour alerter en disant là il y a un loup en fait, et là il faut faire appel à quelqu'un d'autre. C'est là où effectivement il faut être, c'est là où la formation effectivement est importante et où la veille technologique l'est aussi. C'est ça. Par exemple, on peut se poser des questions, de savoir comment ça s'est passé pour la mairie d'Angers, puisque tu vas le sujet. Ça, c'est ce qu'on peut aussi se poser comme question pour essayer de creuser, se dire tiens, est-ce que dans mon entreprise, je n'ai pas ça? Et c'est pas ce qu'on va attendre justement toujours en audition. Je pense pas que c'est ça qu'on va attendre d'un développeur. Par contre, c'est peut-être ça qu'on va attendre plus d'un développeur full stack qui aurait une plus grande expérience, plus de casquettes, on va dire. Je pense qu'on va plutôt l'attendre là-dessus, même s'il n'est pas responsable d'infrastructure non plus, et c'est pour lui qui est responsable de tout. Il n'a pas toutes les casquettes, mais au moins, ne serait-ce qu'au niveau du code et au niveau de l'application, qu'il puisse connaître les points d'entrée et les points de sécurité, les points de vigilance. Ça marche. Alors maintenant, on est assez d'accord sur le fait que le côté full stack, c'est un côté plutôt intéressant. En tout cas, ça correspond à, au choix de carrière quelque part. C'est quelque chose qui vous correspond bien.
Par rapport à ça, enfin, moi, j'ai la question qui se pose, c'est on a un petit peu ce rêve de dire, bah ouais, moi, ça m'intéresse d'être autonome, de maîtriser tout, etc. Mais comment on y parvient? Qu'est-ce qu'il faut avoir un peu comme qualité, comme appétence? Qu'est-ce qu'il faut déclencher pour arriver à aller vers ça? Qu'est-ce que vous semble important, les qualités humaines, finalement, ou... Allez, vas-y. Ah, je regarde tout le monde. Ouais, une qualité que je trouve très importante quand on est développeur, full stack ou pas, mais sûrement plus en tant que full stack, je suppose, je ne sais pas trop, c'est être bon communicant. C'est-à-dire pas communicant dans le sens marketing, je sais me vendre et tout, mais plutôt dans le sens je sais bien communiquer avec les autres êtres humains qui travaillent avec moi via la documentation écrite, via mon code où je vais faire vraiment très attention à écrire des codes lisibles par des humains et pas juste un code qui marche parce que dans ma tête ça va marcher, la machine elle est contente, mais sauf que dans 2 semaines j'y retourne et personne ne comprend ce qu'il y a écrit. Donc ça c'est un truc que je trouve nous, quand on est recruteur en entreprise, on voit bien la différence entre des gens qui sont vraiment focus sur la technique, ils sont trop contents, ils ont fait plein de trucs techniques, et puis en fait, ils sont super dans leur coin à écrire des trucs incompréhensibles, plutôt qu'une personne qui serait peut-être un peu plus débutante niveau technique, mais qu'on voit qu'il y a... Les soucis de l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. comprise. Voilà, c'est pas le cliché du développeur à capuche dans son coin, le développeur... C'est une image un peu désuète, ça d'ailleurs. Voilà, le zut à capuche, le gars dans sa grotte qui développe. Il y en a encore un petit peu. On en voit quelques-uns. Ça existe encore un peu. Après, effectivement, pour moi, qu'est-ce que justement doit voir le développeur full stack, c'est effectivement, il se rend compte que un coder comme ça, ce n'est pas périn pour la solution. Parce que si on fait 1 an, 2 ans, 3 ans de code comme ça, tout compliqué dans son coin, effectivement, tôt ou tard, sinon on doit quitter l'entreprise et bien le projet va mourir avec le départ, ou qu'au contraire, on essaye de mettre d'autres personnes dans l'équipe, à chaque fois c'est dur, à chaque fois c'est non, pour qu'ils comprennent, parce que on va mettre du code, du mauvais code partout. Effectivement, mais ça fait aussi partie, je pense, enfin, en tout cas de ce qu'on attend d'un développeur plus qui pourrait être justement un développeur full stack. Ça va être d'avoir cette vision effectivement. Et du coup, la documentation, c'est tout. Sur la documentation, ça sert à rien. Et puis, en fait, quand on en a une, on se dit, en fait, non, ça sert à quelque chose. Ça me fait plutôt plaisir, en fait, que le mot qui sort, c'est communicant. Parce que pour moi, justement, le développeur, il est un peu dans sa bulle. Et ça me fait parler d'un sujet, parce qu'on est 4 hommes ce soir, 4 développeurs. Moi, je suis développeur moins 10 ans, on va dire. 10 ans que j'ai arrêté, plus ou moins. Et finalement, ce que vous dites sur la partie communication, sur le côté autonomie, polyvalence, moi, je vois des qualités qu'on trouve assez facilement chez les femmes, en fait, qui vont peut-être pas aimer se mettre dans le dur, etc., de la virgule ou je ne sais quoi. Alors, c'est des clichés peut-être, mais en tout cas, je trouve que ça, c'est des valeurs, en fait, qui correspondent bien à l'esprit. D'ailleurs, je prends l'exemple aujourd'hui, j'ai des jeunes filles qui ont choisi toutes de faire de la communication digitale. J'aurais dû leur dire que pour être développeur, il faut faire de la communication parce que c'est hyper important, en fait. Et ça, c'est pas de la communication comme on l'imagine, en fait, oui. C'est une communication différente. Oui, mais c'est être capable, effectivement, de véhiculer ce qu'on fait. Mais c'est le fait de transmettre, en fait. C'est d'être capable de parler autour de soi, de ce qu'on fait, de transmettre, de véhiculer des valeurs. Et ça, en fait, c'est le vrai rouage dans l'entreprise, quoi. Parce que, complètement, c'est ce qui fait que ça marche dans la durée. D'accord. Donc, je retiens la partie communication. Est-ce qu'il faut être bon en maths Ah ouais, c'est nul en maths. Ouais, moi, je suis pas nul en maths. Mais j'ai envie de dire qu'on a souvent tendance à réduire le développement aux mathématiques. Et je pense que plus le temps avance, moins c'est le cas. Plus on fait des langages, finalement, au côté mathématique, on le laisse derrière. Parce que justement, on a des aides, et on le voit très bien avec Emmanuel. Emmanuel est nul en maths et c'est un très bon développeur. Non, mais c'est vrai. Non, complètement. Mais par contre, l'école nous apprend toujours à dire t'es nul en maths, tu seras pas bon en informatique. Ah, mais on n'arrête pas de le dire, ça. Enfin, moi, il y a un parallèle, je pense, qui est facilement faisable, c'est qu'effectivement, dans les mathématiques, ça demande de la rigueur. Ah oui. Et effectivement, on va attendre en développement cette rigueur. Alors, l'idée, c'est que ce qui est sympa quand même en informatique, c'est que la maîtresse, c'est le compilateur, et donc on va très vite voir si on s'est trompé, ne serait-ce que dans l'écriture, etc. Cette rigueur, elle est commencée un peu. Historiquement, il y avait quand même un côté mathématique.
toute façon. Quand plus on monte dans les couches, plus on monte dans la complexité algorithmique, plus il y a des maths qui arrivent. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on peut faire 10 ans, des grandes choses. On peut faire 10 ans de code sans finalement se dire je suis en train de faire des maths. Peut-être avec le recul, en regardant, on se dit ah ouais, ça, en fait, c'était des maths, mais je m'en suis pas rendu compte. Pour des applis de gestion classiques, c'est rare que tu aies besoin de faire des maths. C'est ça, poussé, quoi. Bien sûr, tu as des contextes où il faut y aller, quoi. Exactement. Mais ce qui va se passer, en plus, tu le disais, aujourd'hui, on a quand même un outil. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, je parle d'une époque où Internet n'existait presque pas. Aujourd'hui, je sais que les étudiants qu'on peut avoir quand j'interviens dans les écoles, quand je leur dis faites quelque chose, réfléchissez à un algorithme de je sais pas quoi, eh bien ils le font tous en lançant Google, en tapant le mot. Ils arrivent sur le premier exemple qui est nul, le deuxième qui est pas mal, le troisième qui est nul, le quatrième qui répond à la demande. Tiens, on adapte. Alors après, effectivement, il faut pas réinventer la roue, effectivement. Il faut avoir un recul. Et en fait, c'est ça finalement. Le développeur full stack, c'est là où ça rejoint un peu ça, c'est que la personne, elle aura un recul sur ce qu'elle est en train de faire. C'est ça. Elle va comprendre qu'elle sait pas tout faire, mais qu'avec les outils qu'on a actuellement, elle peut répondre à la problématique en sachant pertinemment que ça sera peut-être moins bien que si c'était un expert du domaine, mais fonctionnellement, ça sera là, quoi. Voilà, c'est ça. Pour les étudiants, je leur interdis pas de faire un copier-coller. Par contre, je leur interdis de pas comprendre ce qu'ils sont en train de coller. Parce qu'effectivement, il y a de la sécurité, il y a peut-être des choses. Il faut creuser quand même un peu. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément à réinventer la roue. Et dire qu'il faut être un très bon mathématicien pour faire du développement aujourd'hui, faut pas. Alors après, ça, c'est un peu comme le développement full stack, c'est super clivant. Les gens qui sont très bons en maths et qui pensent code égale maths, là, ils sont en train de faire des bons sur le chat. Mais c'est la réalité des outils, en fait, je pense que quand on est très bon en maths, on est meilleur en code. Mais la réalité des outils qu'on a actuellement fait que même sans les comprendre, on peut très bien faire un algorithme de tri de millions de lignes sans avoir jamais compris comment ça fonctionnait derrière. Mais nos outils nous permettent de le faire sans les... On est utilisateur. On va essayer une fonction, une deuxième, une troisième. On va voir que la troisième va plus vite que les deux premières. On va rester sur cette troisième. C'est ça. Mais on va demander effectivement à creuser un peu et à voir un peu qu'est-ce qui se passe. Ce que j'ai pu constater, parce que du coup, ça fait des années que j'accompagne des jeunes pour se former sur le développement, j'ai constaté que ceux qui étaient à l'aise effectivement en mathématiques avaient des réflexes très rapidement à aller comprendre plus facilement ce qu'ils faisaient. Sauf que ceux qui avaient plus de difficultés comprenaient beaucoup mieux l'ensemble et étaient beaucoup plus à même en fait de conceptualiser ce qu'ils faisaient en termes de diagrammes, etc. Et finalement, j'ai plein d'exemples en fait de développeurs qui ont galéré au départ et qui sont devenus des super développeurs parce qu'ils avaient une réelle maîtrise en fait, parce qu'il a fallu plus de temps pour comprendre et parce qu'ils avaient une vision vraiment de tout en fait. Ils comprenaient tout. C'était pas juste inné. Il fallait qu'ils comprennent. Donc, ils ont fait cette démarche de comprendre. Et du coup, d'ailleurs, ça devient des bons formateurs, ces gens-là, parce qu'ils se sont posés ces questions-là. Et ça, ces gens, ils ont un parcours en plus un peu éclectique. Quelqu'un qui est pas tellement en maths, il va pas forcément faire des très longues études de mathématiques ou orientées très scientifiques, parce que à l'école, on lui a dit non, c'est pas pour toi, tu vas autre part. Alors, donc, ils sont passés par des chemins de traverse, par d'autres choses, et quand ils arrivent à faire du code, finalement, ils ont une ouverture d'esprit sur les problématiques qui est assez large. Et chez moi, ils sont beaucoup moins fermés. Et je pense que ça aide vachement à tout ça. Tout à fait. Yes. On parle beaucoup du développeur full stack. On a parlé un peu d'exemples concrets où c'était intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a pas mal d'étudiants qui nous suivent aujourd'hui, est-ce que c'est important de viser justement d'être polyvalent et d'être un peu touche à tout, et je dirais, sans prendre une métaphore sur du foot, d'être capable de jouer à toutes les places pour avoir sa place, ou est-ce que c'est mieux d'avoir du coup une spécialité et dire moi je suis une brute en PHP, je sais pas, Symfony, je connais sur le bout des doigts, pour arriver à décrocher un boulot en fait, sachant que c'est compliqué d'avoir tout quand on sort des études. Qu'est-ce que moi, je sais pas s'il y a un truc mieux. Et encore une fois, je crois que mon favori ce soir, ça dépend du contexte. Mais parce que je connais plein de boîtes vraiment géniales où il y a zéro développeur full stack. Enfin, en tout cas, il y a zéro personne qui est embauchée comme ça, en fait, qui a le titre full stack. Alors même si moi, je pense être, moi, je me qualifierais de développeur full stack, comme je qualifierais Valentin de développeur full stack. Mais voilà, tout à l'heure, Valentin, il a dit. Parce que je connais très bien Valentin. Voilà, Valentin, tout à l'heure, il se disait, moi, je suis développeur front-end, mais je sais qu'en vrai, sur un site, il peut tout faire de A à Z. Ouais. Mais en fait, dans une boîte où il est, peut-être qu'il va faire que du front-end.
Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a des boîtes où ça embauche des back-end et des front-end qu'il n'y a personne qui sait, genre les back-end, il n'y en a pas un seul qui sait faire du HTML correctement. Pas du tout. Mais en tout cas, il y a des boîtes qui préfèrent quand même se spécialiser. Quand on travaille, moi j'ai l'impression que, comme tu disais, là, il y a de plus en plus de petites structures. Et ben, quand tu as une petite structure, forcément, tu n'as pas les moyens de payer les gros spécialistes. Donc c'est beaucoup plus avantageux d'avoir une équipe full stack. Peut-être de toute façon, il y a toujours des affinités. Tu es rarement full stack en mode je suis trop bon partout. Il y a toujours un petit côté que tu préfères. Ouais. Et donc, il y a autant des boîtes comme ça qui sont très bien, qui recrutent, que autant des boîtes où il y a des plus grosses équipes. C'est plus industrialisé, peut-être, j'en sais rien. Et encore, je ne sais pas du tout, vraiment. Mais voilà, c'est en tout cas des plus grosses équipes et qui préfèrent spécialiser parce qu'elles ont leurs habitudes, etc. Et c'est plus simple pour elles de peut-être de trouver aussi. Hein. Il y a certains, je sais pas moi, je recrute depuis 2-3 ans, donc je sais pas comment c'est maintenant, mais je sais que par exemple c'était plus facile à mon époque de trouver des développeurs back-end plus que des full stack par exemple. Ouais. Parce que il y a 10 ans il n'y avait pas vraiment de front-end en fait. Je pense que ça dépend de plein de choses, comme tu dis, c'est le contexte. Finalement, ça va dépendre de l'endroit où on cherche. Ça va dépendre du milieu dans lequel on va, dans le tissu de l'emploi local. Sur Angers, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font un peu tout, des petites structures avec plein de gens. Et je vois, moi, j'ai des échanges avec des choses sur Saumur. Les gens, ils cherchent des trucs hyper spécialisés et ils comprennent pas que les gens sont pas formés hyper spécialisés. Genre, moi, je fais du cake PHP, je comprends pas le reste. Genre, fais du JavaScript, personne fait ça. Alors que, en fait, ça dépend. C'est vraiment hyper varié. Donc, c'est difficile de faire un choix. Finalement, ça va dépendre vraiment de là où on va, quoi. Moi, ce que j'ajouterais, tu as parlé justement Symfony. Je pose la question, Symfony il y a 10 ans, c'était quoi? Et je pose la question, Symfony dans 10 ans, ça sera un peu. Donc, le JavaScript, si on prend le JavaScript, il y a 10 ans, c'était quoi? C'était du jQuery ou du MooTools, des trucs qui sont. jQuery, on en a parlé, mais MooTools, par exemple, ça a disparu, c'est fini quasiment. Et justement, si alors, se spécialiser dans un langage déjà c'est mieux, un framework, pour moi c'est très risqué parce que effectivement tout parier là-dessus. Surtout dans les études. Une fois qu'on est sorti des études, se spécialiser dans un framework, encore ça peut s'entendre, mais dans les études, c'est vrai que c'est bien de voir finalement le PHP, le JavaScript, le Java, mais pas Spring, pas Cake PHP, pas Vue.js, voilà. Il faut pas, dans le cas des études, effectivement, faut pas se spécialiser sur un framework. Alors, des langages de programmation, parce qu'ils ont chacun effectivement leur personnalité et leur spécificité. Donc ça, c'est de toute façon nécessaire. Et si on en revient sur la définition full stack, c'est nécessaire d'avoir cette richesse, cette culture informatique. Par contre, effectivement, c'est le contexte, comme tu disais Emmanuel, qui va effectivement nous spécialiser peut-être. Si ça fait 10 ans qu'on fait du Symfony, effectivement, de fait, on va devenir spécialiste. Mais et si on prend un peu de recul, finalement, Symfony, c'est quoi? C'est PHP. Si on est très bon en PHP, on y arrive. Et de toute façon, moi, je trouve la chance de faire ce métier, de travailler dans ce secteur qui est l'informatique, et qui veut forcément dire qu'il faut apprendre à apprendre. Il faut, qu'en sortant des études, on se dit, OK, j'ai la tête bien remplie, mais pourquoi? Et continuer cette veille technologique qui est essentielle, parce qu'on est sur quelque chose qui file à tout à l'heure. On a 40 ans de carrière professionnelle devant nous. Revenez il y a 40 ans, le web n'existait pas. Les premiers PC personnels sortaient. Toi, Emmanuel, je sais pas, mais moi, je sais pas très longtemps que je développe. Moi, je suis sorti des études, on n'avait pas de smartphone. Mais non, voilà. Il y a rien que ça. On n'avait pas de smartphone, donc le responsive, ça n'existait pas. Mais non. Des choses qui s'adaptent, c'est inconnu, on n'apprenait pas ça à l'école. Donc il faut, pour encore plus sur un développeur full stack, s'ouvrir aux technologies et aux nouveautés. L'informatique s'impose. Voilà, si on revient sur la question sur les qualités, il faut de la curiosité, de la remise en question, de la capacité à se former, la veille, etc. Et finalement, c'est pas comme ça peut paraître être un truc, genre c'est infini, on est toujours en train d'apprendre. Mais finalement, avec le full stack, finalement, on apprend un peu tout. On apprend du domaine où on est, au-delà du code. Donc finalement, c'est de la richesse en fait, plus que de l'apprentissage. Ouais. Je pense. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du fait
ne pas se spécialiser en formation, etc. Et tu parlais aussi du fait de bien connaître son bassin d'emploi pour se former. Moi, j'en profite pour parler un peu de ce qu'on fait dans l'école, parce qu'on a vraiment cette réflexion-là. Mais il y a des petites contradictions, en fait, donc c'est intéressant qu'on en parle. Dans le principe, sur les 2 premières années, nous, on va former sur en fait, ce qu'on appelle le front, du HTML, du CSS, du JS, du PHP. On fait très peu de bac. Et on fait par rapport au fait que les étudiants pourront derrière trouver des stages, des alternances plus facilement, parce que c'est assez répandu dans la région. En 3e année, là, on attaque sur le côté plutôt C#.net, et là, on va aller à fond là-dessus pour vraiment comprendre les concepts qu'il y a derrière. Parce que si on s'amuse à papillonner sur trop de langage, on va jamais aller au bout, on va jamais aller sur les design patterns, etc. Donc là, on préfère centraliser là-dessus, et avec une écoute, pourquoi du .NET? Parce que tout autour de nous, en fait, on n'a que des boîtes qui font du .NET, enfin, c'est répandu, un truc de malade, et donc qui vont pouvoir embaucher des jeunes. Mais il y a vraiment cette volonté d'aller au bout. Ça n'empêche pas qu'on fasse aussi du JavaScript, parce que c'est un truc qui est hyper répandu, hyper recherché. C'est important. Et après, en fait, quand on continue, on va finalement vers ce que tu dis, c'est-à-dire être capable d'aller vers des autres frameworks, vers des choses qui sont peut-être un peu plus, je vais dire, exotiques, mais en tout cas qui montrent des intérêts, et d'avoir cette capacité à se découvrir, je sais pas, du Next.js par exemple, pour voir ce que c'est, de creuser, d'avoir la compréhension de c'est quoi cette techno, est-ce que c'est intéressant, à quoi ça me sert, etc. Là, il faut avoir du recul pour faire ça. Faut être déjà, et c'est ce que je disais, en fait, approfondir un langage, c'est pour moi la bonne façon. Après, papillonner sur des frameworks, on peut le faire quand on a un peu de recul et qu'on a compris que finalement le framework, ce n'est ni plus ni moins qu'une bonne pratique de travail par-dessus quelque chose qui est existant. Mais si on voit ça dès le début, c'est raide. La pente, on se dit, mais pourquoi on fait comme ça, je comprends pas. Alors qu'en fait, on hérite de choses qui viennent du langage, et ça, si on les a pas vues. J'ai la question là, de Jimmy qui demande s'il faut. Non, c'est pas celui que tu connais. C'est pas le mien. Quoique, on l'a connu avant. Bref, un ancien étudiant qui nous demandait en fait par rapport au recrutement, est-ce qu'un étudiant ou un jeune développeur doit plutôt aller vers des frameworks à la mode ou doit aller vers des choses qui lui parlent, qui lui correspondent et qu'il a envie en fait? Moi, je dirais en pur recrutement, il faut prendre les frameworks, parce qu'en ce moment, c'est ce qui marche. C'est-à-dire que sur un CV, on met expert PHP, les gens font, c'est nul. On met expert Symfony, génial, j'achète. Alors qu'en fait, pour moi, c'est des mots, c'est comme full stack, quoi. C'est un mot valide, ça veut tout rien dire. Mais ça passera de mode. C'est ça. Tôt ou tard, ça passera de mode, parce qu'on va dire, tu connais Symfony, c'est naze, pourquoi tu fais pas celui-là? Déjà, on peut rentrer dans le débat, Symfony, Laravel, c'est lequel le meilleur? Là. Et moi, d'expérience, quand je participe au recrutement, il y a très longtemps maintenant, il y a 2 ans, jusqu'il y a 2 ans, on voyait beaucoup de gens qui sortaient de formation express, en mode 6 mois, voire 1 an grand max, pour, je sais pas ce que c'est qu'une variable, et puis je sors, je connais Symfony par cœur. Et en fait, donc souvent c'était des grosses promesses. Et ce qu'on voyait, nous, c'était des gens, alors ils connaissaient Symfony, mais en fait, ils savaient utiliser Symfony, ils savaient consommer Symfony. Et puis dès qu'on posait des questions un tout petit peu de pourquoi on fait comme ça, ou c'est quoi la bonne pratique derrière tout ça, pourquoi tu as fait plutôt comme ci ou comme ça, et ils savaient jamais, parce qu'en fait, globalement, la formation, c'était tuto Symfony. On découvre comment exploiter un framework, mais c'est ça. Comprendre. Et en fait, tu te rends compte, c'est comme disait Valentin, c'est qu'il manquait vraiment l'aspect, je sais ce que je fais, quoi. Plutôt que d'avoir appris telle méthode super précise pour qu'il y ait un truc qui sorte à l'écran. Et en fait, je suis perdu dès que ça va pas dans les clous que j'ai appris. Et tu sentais qu'il manquait un truc. Donc, moi, je serais pas forcément en mode, là, en ce moment, c'est React ou Vue.js côté front-end. Je serais pas en mode apprends React et puis voilà. Je serais plutôt en mode intéresse-toi au JavaScript, intéresse-toi au front-end dans son ensemble. Et en effet, il y a React dans le truc. Donc, s'il y avait un truc à apprendre, ça serait React ou Vue. Mais bien sûr, aller vers les trucs populaires, je veux dire, mais vraiment pas se limiter juste aux trucs populaires du moment, parce qu'en fait, très rapidement, en recrutement, on se rend compte qu'il manque des bases vraiment nécessaires, et on se rend compte que tu pourras très vite pas être autonome du tout, quoi. C'est ça. Ça va tout à fait dans le sens de Kevin qui
qui est exactement la même chose, qu'il faut mieux bien comprendre ce qu'on fait plutôt que de surfer sur la mode en fait des frameworks. Même si sur le CV ça fait joli. Sur un CV ça fait bien. Voilà. Mais quelqu'un qui l'a compris, finalement, il va connaître ce qui se passe derrière et sur son CV, il va utiliser les bons mots qui vont plaire aux entreprises. Et une formation, c'est ça aussi qu'il faut qu'elle amène, c'est finalement, c'est lui dire, ok, tu veux faire du Symfony, mais attends, Symfony, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que tu veux pas plutôt qu'on voit ce qu'il y a derrière? Parce que moi, pour le voir avec les étudiants depuis quelques années, plus ça va, plus les étudiants veulent pas entendre parler du langage, mais ils veulent entendre parler des frameworks. Ouais. Et c'est difficile de leur dire, attends, derrière, finalement, ton framework moderne, il y a quelque chose qui est le langage, et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est facile et ce qui est séduisant, c'est qu'effectivement, en faisant 3-4 clics, en suivant un tuto, en ne comprenant pas forcément trop ce que je manipule, même si j'ai une valeur ajoutée qui est plus forte que n'importe qui dans l'entreprise, parce que je suis un développeur, mais effectivement, en faisant quelques clics, j'arrive à avoir quelque chose de concret, et donc ça répond à la demande d'un projet étudiant, ça donne réponse à un patron qui dit je veux un site en ligne de vente. Bon, bah, je fais suivant, je paramètre 2-3 trucs, un fichier de config, et puis comme de par hasard, ça y est, ça fonctionne, je suis un bon développeur. Et effectivement, derrière ça, c'est une vision, je pense, à assez court terme. En tout cas, ce qui se passera derrière, c'est qu'il y aura de toute façon formation et reformation, parce que dans 5 ans, dans 10 ans, le plugin qu'il aura l'habitude d'utiliser n'existera plus, le framework évoluera, ou le langage de programmation n'existera même plus. Donc, il y aura de toute façon une reconversion. Comme je le dis, là, nos étudiants qui sortent, ils ont 40 ans devant eux. 40 ans, surtout dans le web, on l'a vu avec les révolutions qu'on a. 40 ans, se dire, moi, je fais que ce que je sais faire dans la petite case du framework, c'est utopique. C'est clair. J'ai une autre question, et en fait, ça correspondait à une question que je me posais, parce que c'est un constat, en fait, vous êtes tous les trois plus ou moins freelance aujourd'hui. Donc, c'est la question de Lucas qui dit, est-ce qu'on peut être freelance quand on est full stack? Tu veux répondre à cette question? Moi, je suis pas vraiment freelance, donc je vais les laisser répondre. Je suis pas comme ça. Moi, je pense que c'est un atout. Je pense que c'est un atout parce que forcément, tu as un panel de clients plus large que si tu es spécialisé. Parce que clairement, si tu es spécialisé freelance, tes clients, c'est vraiment plus des équipes qui ont déjà des équipes techniques, qui savent qu'elles ont un besoin d'aide sur tel ou tel truc, et qui vont t'embaucher pour vraiment une spécialité précise. Alors que quand tu es full stack, après ça dépend de ce que tu veux faire, mais quand tu es full stack, tout de suite, tu peux aider des petites structures, pas d'équipe technique, et qui ont besoin de quelqu'un pour tout faire. Donc, forcément, si tu es spécialisé et que tu sais juste faire du front, tu pourras pas avoir ce genre de client. Pour moi, c'est un atout. Ouais. Full stack. Donc c'est vraiment un atout, contrairement au gars qui est hyper spécialisé. Il faut qu'il se fasse embaucher parce que sinon. Ça dépend toujours de ce qu'on veut faire. Du marché. Ça se trouve, moi, j'aime beaucoup React. Peut-être qu'un jour, je me dis, en fait, j'ai envie de vraiment faire que ça et aider des équipes techniques à monter en compétences là-dessus. Ça va être que ça que je vais faire. Après, derrière justement, je pense que ça dépend vraiment du marché. De ce qu'on connaît du marché en juin. Est-ce que si tu es spécialisé Symfony à fond, oui, il y a un marché, mais sur Angers précis et faire que ça pendant 10 ans, je ne sais pas. En revanche, sur Paris ou sur d'autres grandes villes, il y a Nantes aussi qui est très. Il y a un gros marché sur Nantes. Peut-être qu'effectivement, il y a cette réflexion. Mais je pense qu'il faut que ça vienne aussi de la personne dans son choix de vie, ce qu'il veut faire. Mais être full stack et être entre guillemets polyvalent, pas être forcément bon partout, mais être polyvalent, ça nous permet de répondre à des besoins divers et variés. Et effectivement, le bassin en chemin me semble un peu plus répondre à ça. Si maintenant on est passionné par React, on va dire ça, c'est vraiment un langage de fou et j'y vais à fond. Effectivement, il y a peut-être un marché sur Angers, il y a peut-être un marché sur Nantes, et il y a très certainement un marché encore plus grand sur Paris. Et je pense qu'il y a plus de spécialistes sur des gros marchés comme ça. On peut le devenir parce qu'il y a un marché qui permet. Sur Angers, on peut se poser la question. Mais l'informatique n'arrête pas. On le voit depuis plusieurs années. Il y a des petites boîtes qui disaient, il y a 10 ans, ils disaient mais non, l'informatique c'est pas pour moi. Et aujourd'hui, en disant moi je vends des paires de chaussures. Si, une paire de chaussures, on peut faire là où il y a avec le Covid, avec les conditions sanitaires.
faire une application en ligne pour pouvoir vendre ses chaussures, pour pouvoir les vendre à des partenaires qui vendent des affaires de sport, et voilà, et je veux partager ce que je vends, les chaussures en promotion, tout ça. Eh bien, aujourd'hui, avant, c'était quelque chose d'inenvisageable pour une petite entreprise. Aujourd'hui, ça l'est, parce qu'il y a beaucoup de développeurs, et aussi des développeurs avec ce grand panel, des développeurs full stack, on va dire, qui justement ont cette grande autonomie et qui permet de répondre à tout ça. Au final, ce qui est important, ce qui est important de dire aux gens qui se posent cette question-là, c'est qu'il faut faire ce qu'on a envie, déjà. En fait, faut aller vers ce qui nous plaît. Parce que, à un moment donné, c'est ça qui va être le moteur. Parce qu'on se force à devenir un spécialiste sur un sujet qui nous casse les pieds, forcément, on sera moins bon, on limitera moins d'envie. Et si c'est le côté très polyvalent qui correspond, faut plutôt aller vers ça. Je comprends. Quelqu'un qui aime toucher à tout, finalement, le full stack, c'est une bonne formation, parce que finalement, on va toucher à tout de fait. Donc, il y a des gens comme ça qui n'ont pas de préférence, qui front, back, JavaScript, pas JavaScript. Ces gens-là, ils sont tout prêts pour le full stack, parce que c'est finalement un peu ça l'idée. Ouais, en plus, là, surtout dans le monde du développement, en tout cas, je ne sais pas si la question c'était un peu par rapport à ça, mais il n'y a vraiment pas ça recrute beaucoup, il y a beaucoup de travail, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas. C'est pas vraiment un choix de c'est quoi le mieux côté recrutement, est-ce que je me spécialise ou pas. Je vois tellement de tout. C'est plutôt la pénurie de développeurs plutôt que. Bah oui, c'est ça. Donc, vaut mieux, voilà. En fait, il faut être motivé, quoi. Le problème des offres actuelles, moi, je trouve, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui postulent, mais qui ne sont pas forcément motivés, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font là, ça s'en un peu là. Et c'est quelqu'un de motivé, finalement, il va y arriver, quoi. Au-delà du framework, au-delà du langage, s'il en veut et qu'il se dit, moi, je vous apporte quelque chose. Mais effectivement, dans l'ouverture et dans la formation, il faut effectivement ouvrir les portes, ouvrir les portes justement à tout ça. Tu parles d'étudiants motivés. Moi, ça me pose une vraie question, parce que quand on recrute des étudiants ou des développeurs, comment on peut identifier qu'il est motivé? Mis à part dire ouais, je suis motivé. Comment on le voit? Comment on peut cerner ça? Moi, je trouve qu'on voit surtout ceux qui ne sont pas motivés. Alors, ceux qui sont motivés, c'est un peu plus dur. Dans l'autre sens, c'est plus. Je pense qu'on peut le voir peut-être avec les projets personnels qui les aident. C'est-à-dire, moi, je suis pas très motivé, mais bon, j'avais une association de handball, et puis comme je suis à fond dans le handball, et bien blablabla, et on se rend compte que tout d'un coup, on dit, mais attends, mais t'as fait tout ça? Comment t'as réussi? J'étais motivé. Et effectivement, on va le voir, je pense qu'on le voit comme ça sur les projets personnels qui Après, le risque de la carotte du projet personnel, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de passion plus que ça, et qui arrivent face à ça. Et moi, j'en vois des étudiants, on leur dit, trouvez une idée qui vous emmène, qui fait que vous allez développer, mais ils en ont pas. Ils se sentent un peu mis à l'écart, mais presque, en se disant, mais moi, je sais coder, mais j'ai pas d'idée perso, quoi. Je sais pas quoi faire pour moi qui m'emmènerait plus loin. Et je vois que ces gens, en entreprise, quand tu leur poses des questions comme ça, ils sont gênés. Parce que je pense que toute leur cursus, on leur a dit, trouve un truc à toi, et en fait, ils en ont pas. Et c'est un peu. Alors, à ce moment-là, faut prendre l'idée de quelqu'un d'autre. Non, mais c'est vrai, mais c'est un peu compliqué. On dit souvent ça du développeur, trouve un truc à toi, ou fais de l'open source, et ça marche pas pour tout le monde, je pense. Et ce qui se passe derrière, c'est que normalement, si tu as quelque chose qui te touche, ça va te motiver naturellement. Après, effectivement, si on trouve, si t'as pas ce projet personnel. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons en entreprise, mais qui chez eux ne codent pas, parce que finalement, tout à fait. C'est leur travail et pas leur passion. Et c'est vrai que le développement, on mélange un peu les deux, passion, métier. Ça arrive souvent. Et on a tendance à dire quelqu'un de très bon, de motivé, c'est quelqu'un de passionné en développement. Oui, et c'est vrai que, en fait, dans les faits, c'est pas forcément. On peut pas être passionné et être très très bon. Tout à fait. C'est un débat intéressant, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. Ça se met prochaine, c'est autre chose, mais en tout cas, c'est intéressant ce recul-là, parce que c'est vrai que nous, quand on recrute des étudiants, moi j'ai tendance à aller chercher ce qu'ils ont fait, projet perso ou projet en entreprise, et c'est vrai qu'on va plutôt chercher des passionnés. Et c'est vrai que je prends l'exemple d'un étudiant qui fait 3 ans à la fac en études maths informatiques, etc., du coup, qui n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle, parce que c'est le système qui veut ça, qui vient postuler chez nous pour rentrer en master. S'il n'a pas bossé à côté sur des projets concrets perso, il ne sait pas ce que c'est qu'un framework, il ne sait pas comment ça marche, je ne peux pas le prendre. Et il ne montre pas une grande envie.
Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être un biais cognitif finalement. Peut-être que c'est une mauvaise réflexion, c'est là où c'est intéressant. Parce que techniquement, il sera peut-être tout aussi Ah bah compétent qu'un autre à la sortie. Mais effectivement, lui ne sera pas forcément passionné. Mais moi, je le vois dans les collègues, dans les expériences précédentes. Effectivement, moi, j'avais des collègues qui n'étaient pas passionnés d'informatique, mais qui étaient bons, tout simplement. Ils savaient faire le truc, ils savaient réfléchir. C'est peut-être là où, du coup, tu parlais des mathématiques, etc. C'est peut-être là où, justement, on va revenir un peu trop là-dessus, avec j'ai A, j'ai B, si je fais A plus B, ça donne C. Et bon, les non passionnés sont beaucoup plus mathématiques, je pense. Je pense, en fait, ils apprennent ça comme ça répond à un problème. Leurs outils, c'est le développement. C'est ça. Mais c'est pas leur passion. Alors que le passionné, lui, il va peut-être pas tout comprendre. Alors, il y a une généralité, là, bien sûr, à la louche, mais il va peut-être être moins spécialisé dans les mathématiques, mais il va être tellement passionné qu'il va emmener toute sa passion dans le développement et il va se dépasser, quoi. Mais si je reviens à du coup l'entreprise qui recrute, ça va être compliqué en fait de recruter quelqu'un juste sur le papier qui a fait telle formation, a fait tel truc, et qu'il n'y a pas justement les mots-clés React, il n'y a pas machin, il n'y a pas bidule, il n'y a rien qui brille, on va choisir quelqu'un d'autre en fait. Là, il faut essayer de se faire un portefeuille numérique pour aujourd'hui, il faut essayer de se faire un portefeuille numérique, passionné ou pas, il faut se dire, qu'est-ce que les gens vont regarder? Alors, je sais pas vous quand vous recrutez, mais moi, quand je recrutais une entreprise, quand on a le nom de quelqu'un, premier réflexe, on recherche sur Internet et on essaie de voir s'il a un profil sur du code, quoi, un GitHub, un truc comme ça, voir s'il a réussi à. Moi, c'est pas du tout gênant s'il a rien. Non, c'est pas gênant. C'est quelqu'un qui arrive avec un portefeuille de petites choses, on se dit, lui, est-ce qu'il vaut pas plus la peine que quelqu'un qui arrive, on sait pas d'où il vient. Alors, c'est un biais, à mon avis. Moi, je remets l'accent sur, tu dis, qu'est-ce qu'il faut pour être recruté, qu'en gros. Moi, je remets l'accent sur la communication. Mais c'est que, moi, un truc que je faisais quand je participais à des recrutements, c'était qu'on avait un petit bout de code qui fonctionne, mais qui n'est pas forcément très bien écrit, pas forcément très clair. Et on demandait à la personne ce qu'elle ferait pour changer le code. Et on voit direct, en fait, les gens qui... Enfin, après, plus des seniors, en fait, mais des gens que moi, je vais dire, ok, lui, c'est un bon développeur, ou lui, il y a de l'idée, il y a un truc à faire. C'est des gens qui vont pas forcément trop s'attarder sur l'équation, elle est mauvaise, la machin, mais plus, ça, je le mettrai là pour que ça soit plus visible, pour que je comprenne mieux quand je lis du code, ou je renommerai la variable là pour que tout le monde comprenne, et c'est pas X, quoi. Pas forcément sur la technique pure, mais sur... vraiment plus sur l'aspect, je vais pouvoir participer à un projet, même si là, j'ai pas de bagage technique, parce que de toute façon, je viens de sortir de l'école, je ne prétends pas être super fort dans ce truc-là. Et avoir quand même cette notion de j'écris pour des humains, quoi. Ce recul, ouais. Et c'est ça qui manque. Oui, et je pense que justement, c'est dans le cadre de la formation qu'on peut avoir ça. Enfin, on peut avoir ça, c'est surtout quand on va partager un projet à plusieurs. Ouais. Parce que quand on est on va utiliser le terme, un gros geek, et qu'on est la tête dans son écran et qu'on fait son code et qu'on a fait 10 minutes de code, qu'on est très heureux de ce qu'on a fait, effectivement, quand on lève la tête et qu'on va montrer ça aux copains, le projet, il a une vie qui va être très courte derrière parce que personne ne va vouloir reprendre ça, ça va être illisible, on va pouvoir le maintenir, etc. Et effectivement, intégrer quelqu'un dans une équipe, quelqu'un comme ça dans une équipe, c'est probablement pas facile. Parce qu'effectivement, il a sa vision des choses et il aime bien travailler. Exactement. Et en plus, il veut pas changer. J'allais dire. C'est que c'est à toi de t'adapter parce que tu n'as pas compris, alors que moi j'ai compris et ça marche très bien. Et effectivement, il faut avoir cette richesse dans le cadre d'une formation, de travailler avec d'autres développeurs, de travailler aussi avec des non-développeurs et de pouvoir aussi amener ça. C'est ce que j'allais dire, c'est la richesse aussi de l'école là. Le multicasquette global et c'est. Non, mais pour moi, c'est une vraie force. Et on le voit dans les projets. C'est la jeune décor ici. Et c'est vrai qu'il faut force est de constater que le code n'est peut-être pas forcément toujours incroyable, mais le fait que les étudiants ils voient un peu tout, le projet final, ce qu'on voit finalement, c'est ce qui est à l'écran avec nos yeux. Le code, de la première approche, on ne le voit pas. On voit le rendu final. Et donc, il n'y a pas que le code, il y a la globalité, c'est être capable de faire quelque chose de joli avec les bons outils, comprendre les problématiques modernes. Et ça va au-delà du framework, ça va au-delà du langage. C'est un état d'esprit, en fait. C'est global. Et qui est travaillé, justement, et qui se travaille. Surtout. Ouais, qui se travaille, ouais. Parce que le geek, quand il arrive au début, il n'a pas de ça. Non. Il dit, moi je code, il sait coder.
Pour ceux que c'est moche, mais ça marche. Et un peu lié à ça, pour terminer, un peu lié à ça, je veux dire, c'est que moi, dans la plupart des recrutements où j'ai participé, tu bloques pas trop sur il connaît pas React, bon bah ça vire quoi. Et c'est un peu, tu disais tout à l'heure, c'est bien sur le CV et tout, mais clairement moi dans mes recrutements, j'étais plus bon, clairement si je recrute un dev front et qui fait pas de JavaScript, bon ok, il y a des limites. Mais si je recrute un dev front et qu'il a fait que du Vue.js ou autre chose, qu'il a jamais fait de React, bah moi c'est pas tout ça qui va faire que je vais pas passer un entretien avec, parce que c'est dans sa façon de penser, sa façon de voir un projet, savoir-être aussi. Mais en fait rapidement les technos, tu te rends compte que tu peux rapidement te mettre à niveau. Bah, c'est ça, tu connais un peu la base quoi. Mais là on va vers presque un autre dev, parce que là tu es un dev qui recrute, donc tu sais identifier ça. On a beaucoup de RH en fait qui recrutent, et donc il faut les mots-clés dans le CV. C'est ça. Vous connaissez React? Oui, je connais React. Là, moi aussi, c'est vrai que avant j'ai beaucoup de développement pour le recrutement, et donc là j'avais cette approche-là. Mais là où je vois quelques entreprises, finalement, je me rends compte que les entreprises, elles, c'est le mot-clé, quoi. Si dans la formation, il n'y a pas le mot-clé, même au-delà de parler du CV, même dans la formation, s'ils voient qu'il n'y a pas le bon mot-clé que eux font chez eux, ils vont se dire, ben non, ça c'est pas pour nous, en fait, ils vont apprendre un autre truc qui ne nous sert pas, alors que finalement, si. Et cette richesse, il faut justement la faire valoir, parce que quand tu arrives, tu dis, j'ai pas le mot symphonie. Mais c'est là que c'est compliqué dans les métiers du développement, c'est que finalement, chaque contexte est différent, mais chacun a une vision très fermée. Genre, à côté, il faut que du .NET. Moi, avant d'arriver par ce point-là, de Angers, pour moi, le .NET, c'est vas-y, personne en faisait. C'est très clair. Moi, je me disais, on a pensé à l'école, mais à quoi ça sert? Je dis, ouais, ça fait 10 ans que j'ai pas vu un truc en .NET. Et on arrive ici, et là, c'est champagne, tout le monde fait du .NET, et si tu fais pas du .NET, t'es regardé comme ça, t'en fais un nul. Et c'est là où ça montre bien ça, quoi. Mais finalement, c'est cloisonné, quoi. C'est pareil avec le COBOL. C'est ça, ouais, ou pas. Bon, ça va être le moment de conclure, parce que c'est un débat effectivement intéressant, il y a plein de choses. Voilà, il est déjà 19h30. Moi, je fais juste un dernier petit mot promo en fait de l'école, parce que vous avez parlé de communicants, vous avez parlé de soft skills effectivement et de côté polyvalence. C'est vrai que alors voilà, moi j'étais formé à faire du dev, j'ai lâché l'affaire, mais en tout cas on était formé sur une techno, sur vraiment la technique, et pas assez sur la capacité à transmettre, à communiquer, à valoriser, savoir-faire finalement. C'est pas simplement mettre ta bonne ligne de code, c'est aussi montrer que on a bien commenté, que quelqu'un est capable de réutiliser, qu'on est capable d'en parler, de le mettre en avant, et ça me paraît essentiel aujourd'hui, en tout cas dans ce qu'on vise nous, plutôt vers le développeur full stack qui est capable d'avoir cette vision un peu large. Elle est essentielle en fait, ces qualités-là, pour pouvoir évoluer, et après finalement on peut se spécialiser si on souhaite le faire dans sa vie, parce que l'entreprise le veut, parce que les projets qui m'éclatent le veulent, etc. Et on peut bifurquer vers des spécialités, mais en tout cas, voilà, on travaille là-dessus. Bon, on va arrêter là, on pourrait en parler encore des heures. J'en profite juste pour vous annoncer la prochaine conférence de la semaine prochaine. Ce ne sera pas comment être recruté, ce sera sur le marketing digital. On va parler de différents métiers, parce qu'on parle de marketing digital au sens large, mais dedans on a la gestion de réseaux sociaux, des influenceurs, on a de la rédaction web, on a du référencement, et on aura des spécialistes qui vont parler de leur spécialité et de comment ils voient en fait le marketing digital. Donc ce sera mardi prochain, donc le 16 février à 18h30. Donc à dans une semaine pour le prochain rendez-vous. Bonne soirée et au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.